Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France. Nous nous battrons sur les mers et les océans. Nous nous battrons avec toujours plus de confiance, ainsi qu'une force grandissante dans les airs. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le coup. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains de débarquement. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. C'est par ces paroles que le 4 juin 1940, après Dunkerque, le Premier ministre britannique Winston Churchill s'adresse aux communes devant les députés. À cette date, le corps expéditionnaire britannique a été chassé du continent. L'armée française était à l'agonie. Depuis le 15 mai, la défaite de la France était acquise pour son généralissime. Désormais, le risque d'une invasion des îles britanniques ne peut être écarté. Et Churchill doit accorder la priorité à la défense de son pays et mesurer son soutien aérien aux Français. Et surtout, Churchill ne doit pas laisser planer le moindre doute sur sa détermination à poursuivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire, la lutte contre l'Allemagne d'Hitler. Il vient de l'exprimer en ce 4 juin 1940. Il le montrera dramatiquement un mois plus tard devant Merseguebir. Quelle est la position d'Hitler à la fin du mois de juin? Après l'entrée en vigueur, le 25 juin, de l'armistice avec la France, Hitler domine pratiquement toute l'Europe occidentale et centrale. Ses troupes stationnent du Cap Nord à la frontière espagnole et de la Bretagne à la Pologne orientale. Tous ses ennemis ont été vaincus. Enfin, presque tous, puisque la Grande-Bretagne de Churchill n'a toujours pas déposé les armes. Si Hitler voue une haine ancienne contre la France, qu'il décrit comme l'ennemi mortel de l'Allemagne, et qu'il considère comme un pays dégénéré par le métissage, son jugement est plus ambivalent à l'égard de la Grande-Bretagne. Il admire son empire colonial et il considère les Anglais comme racialement plus proches des Allemands. Mais selon lui, la Grande-Bretagne est divisée entre les bellicistes, avec à leur tête Churchill, qui ont poussé le pays à la guerre pour détruire l'Allemagne, et les partisans d'une solution pacifique, tel le ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax. Son espoir est que ces derniers parviennent à renverser Churchill et acceptent une proposition de paix. Hitler en est tellement persuadé qu'aucun plan d'invasion de la Grande-Bretagne n'a encore été sérieusement étudié après la chute de la France. Il espère toujours, sinon une capitulation des Britanniques, mais au moins une démarche de leur part en vue d'entamer des négociations de paix. Diverses actions sont d'ailleurs entreprises par des pays neutres en vue d'une médiation en ce sens. Mais cet espoir sera déçu. Churchill reste à la tête de son pays et est déterminé à mener la guerre contre l'Allemagne jusqu'à la victoire, même si celle-ci, en ce début d'été 1940, paraît encore bien lointaine. Alors, le 2 juillet, passablement déconcerté par le refus des Britanniques de vouloir la paix, Hitler se décide, avec réticence, à ordonner à son état-major de commencer à réfléchir à la possibilité d'un débarquement dans les îles britanniques sous certaines conditions. Le 16 juillet, sa directive numéro 16 prévoit certes l'invasion de la Grande-Bretagne, mais seulement, je cite, en cas de nécessité. Ce sera l'opération Sea Leuve, Lion de mer ou Otari en français. En même temps, Hitler tient le 19 juillet un nouveau discours au Reichstag pour faire sa dernière offre de paix à la Grande-Bretagne. Mais cette offre ne contient aucune suggestion concrète. La vérité, c'est qu'en cas de refus prévisible des Britanniques, le Führer veut simplement, aux yeux de son pays et des pays neutres, rendre la Grande-Bretagne seule responsable de la poursuite de la guerre. De fait, les Britanniques ne sont guère impressionnés et cette ultime offre sera officiellement rejetée 3 jours plus tard par Lord Halifax. Comment dès lors envisager l'invasion de la Grande-Bretagne? La marine allemande y avait réfléchi dès novembre 1939
et des sites de débarquement avaient été retenus entre Douvres et Portsmouth. Début juillet 1940, les Allemands commencent donc à rassembler dans les ports occupés en France une flotte de 2000 chalands et à organiser des manœuvres de débarquement. Mais il ne suffit pas pour les forces allemandes de réussir à prendre pied sur le territoire britannique. Il faut aussi maintenir leur approvisionnement régulier en matériel, en armes, en munitions, en vivres, ce qui suppose un contrôle permanent du bras de mer séparant la France de la Grande-Bretagne, au minimum 34 km entre Calais et Douvres, dont les falaises peuvent même être aperçues depuis le continent. Or, la marine allemande a connu de lourdes pertes pendant la campagne de Norvège. Elle ne peut plus aligner dans la Manche, en ce mois de juillet 1940, qu'un croiseur lourd, 2 croiseurs légers et 4 destroyers face aux 5 cuirassiers, 11 croiseurs et 30 destroyers de la Royal Navy. La seule solution serait dès lors d'obtenir la maîtrise absolue des airs, ce qui suppose la destruction de l'aviation britannique, la Royal Air Force, RAF. Certains militaires allemands pensent même qu'une destruction de la RAF couplée à une offensive contre les navires ravitaillant la Grande-Bretagne suffirait à entraîner la capitulation de ce pays sans qu'il soit nécessaire de l'envahir. C'est ainsi que le 9 juillet 1940 commence la première phase de la bataille d'Angleterre, dite la bataille pour les ports et le Channel, la Manche. Pour la première fois, des bombardiers légers Stuka, couverts par des chasseurs Messerschmitt 109 et 110, attaquent les villes de Douvres, Folkestone, New Haven. Les raids allemands se poursuivront pendant tout le mois de juillet contre les ports anglais et les convois de ravitaillement, coulant une trentaine de navires marchands, sans compter 21 navires de guerre. Mais même si la Royal Navy doit ordonner la cessation des grands convois dans la Manche, seulement 1% du tonnage global a été coulé, et ce résultat n'est pas à la hauteur des pertes allemandes. Aussi, à partir du 1er août, le patron de l'aviation allemande, Hermann Göring, change de stratégie. Car, dit-il, le Führer m'a donné l'ordre d'écraser l'Angleterre avec ma Luftwaffe. Il ordonne le lancement de frappes aériennes sur les aérodromes militaires et les usines d'industrie aéronautique. C'est le début de la seconde phase, la bataille d'Angleterre proprement dite. Il est difficile d'évaluer avec précision l'état des forces aériennes en présence. Disons que l'Allemagne peut aligner entre 2500 et 3000 appareils, dont 1 millier de chasseurs monomoteurs Messerschmitt 109. Les bombardiers lourds allemands sont plutôt modernes, en particulier la Heinkel 111. Mais ce ne sont pas des forteresses volantes. Ils ne peuvent guère transporter dans leurs soutes plus de 2,5 tonnes de bombes. Ils sont plutôt lents et n'ont que de faibles capacités défensives. Il est donc nécessaire d'assurer leur défense par des escortes de chasseurs. Les bombardiers légers en piqué Stuka, si efficaces contre des civils en fuite, sont encore plus lents et vulnérables face aux chasseurs britanniques et ils seront vite abandonnés. Pour sa part, si elle est en infériorité numérique, la Grande-Bretagne dispose néanmoins de 2 excellents chasseurs, les Hurricanes et les Spitfire. Ce sont alors les avions les plus rapides et les plus techniquement avancés. Le Messerschmitt 109 allemand était certes plus performant dans les combats à haute altitude, mais il devait voler à plus basse altitude afin de protéger les bombardiers. Et dans cette configuration, les avions britanniques étaient plus maniables. Dès la mi-août, la RAF pourra opposer à la Luftwaffe 700 appareils opérationnels et 300 autres en réserve. En outre, la Grande-Bretagne dispose d'un système de défense particulièrement élaboré. En effet, ce pays avait commencé à mettre au point à partir de 1935 un système permettant, à l'aide des ondes électromagnétiques, de détecter la présence et de déterminer la position et la vitesse d'appareils tels que des avions. Ce système a pris le nom de radar, acronyme de Radio Detection and Ranging. Ce système connaîtra à cette occasion l'expérience opérationnelle et permettra de repérer l'arrivée des avions ennemis jusqu'à 170 km de distance.
Il ne faut pas non plus négliger le rôle des milliers d'observateurs postés le long des côtes et chargés de donner l'alarme dès l'apparition des avions allemands. Enfin, les Britanniques avaient réussi, sous le nom de code Ultra, à décrypter les transmissions allemandes par radio et téléscripteurs et pouvaient ainsi déchiffrer leurs communications. Göring décide de lancer l'attaque à partir du 13 août 1940, date qualifiée de jour de l'aigle, Adlertag en allemand. À l'occasion de ce jour-là, de 1485 sorties, les cibles de sa Luftwaffe sont donc en priorité les terrains d'aviation, les stations radars, les usines de production de chasseurs. Le 15 août, ce sont 2000 avions allemands qui se ruent sur l'Angleterre, à partir non seulement des aérodromes français, mais également de Norvège et du Danemark. Les pilotes des deux camps, jeunes et courageux, se livrent dans les airs à un duel d'aigles, pour reprendre l'expression du célèbre pilote de la RAF, Peter Townsend, qui, après-guerre, sera également connu comme le soupirant malheureux de la princesse Margaret. Si leur avion est abattu lors des combats au-dessus de l'Angleterre, les pilotes britanniques qui parviennent à sauter en parachute ont l'avantage de pouvoir reprendre rapidement le combat. Tandis que dans le même cas, les pilotes allemands se retrouveront dans le meilleur des cas prisonniers de guerre et manqueront à la Luftwaffe. Et les bombardements se succèdent à un rythme quasi quotidien. Le 16, le 18, le 19, le 23 août. Les dégâts causés sont de plus en plus importants. Certes, les aérodromes sont rapidement remis en état et les usines d'armement continuent à produire, mais les équipages sont épuisés et la Grande-Bretagne est au bord de la rupture. C'est alors qu'Hitler et Göring vont à nouveau changer brusquement de stratégie offensive. En effet, le 24 août, un bombardier allemand a largué par erreur ses bombes sur la ville de Londres. Et Churchill décide aussitôt de lancer la nuit suivante un raid de représailles sur la capitale allemande. Cette attaque ne fera que peu de dégâts et n'est pas réellement un succès pour la RAF, dont seulement un tiers des appareils ont pu regagner leur base. Mais l'impact psychologique est énorme. C'est la première fois depuis le début de la guerre que Berlin est directement attaqué. L'humiliation est grande pour Göring, qui avait toujours affirmé que jamais la capitale ne serait bombardée. Hitler est furieux, son émotion l'emporte, et il décide un nouveau changement de stratégie en ordonnant de bombarder désormais des cibles civiles, afin, pense-t-il, de démoraliser la population britannique. C'est ce qu'on appellera le Blitz. La décision d'Hitler offrira certes un véritable répit pour une RAF au bord de l'asphyxie, et dont les aérodromes et les usines de production sont délaissés, lui permettant de reprendre son souffle. Mais le prix à payer sera lourd pour la population civile. Un premier raid de 100 bombardiers escortés par 400 chasseurs frappe Londres le 7 septembre, faisant 300 morts et 1300 blessés. Le 15, ce sont 300 bombardiers et 600 chasseurs qui s'abattent sur la capitale britannique, touchant plus particulièrement les quartiers populaires de l'East End. Mais les jours passent. Les pertes allemandes sont de plus en plus lourdes, car la Luftwaffe ne peut pas prétendre avoir la maîtrise totale de l'air face à une RAF qui n'a rien perdu de son agressivité. En outre, les Anglais ne plient pas. La population fait preuve de courage et de fermeté sous les bombardements et reste soudée autour de son gouvernement et de son roi. Le couple royal, le roi George VI et la reine Élisabeth, incarneront en effet cet esprit de stoïcisme en décidant de ne pas quitter la capitale, bien que le palais de Buckingham ait été touché, et en rendant visite aux civils bombardés et aux usines détruites. Mais qu'en est-il de l'opération Lion de mer ? L'invasion, prévue au plus tard pour le 17 septembre en raison de la météo et de l'horaire des marées, est ajournée au 12 octobre. Mais il est désormais évident que l'armée allemande ne pourra jamais mettre le pied sur le territoire britannique. Finalement, le 12 octobre, l'opération est reportée au printemps suivant, avant d'être définitivement abandonnée
en janvier 1941. Mais que l'on n'y se trompe pas. Les bombardements sur l'Angleterre se poursuivront avec plus ou moins d'intensité jusqu'au déclenchement en juin 1941 de l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique. Londres continue en effet à être bombardée chaque nuit jusqu'au 3 novembre. Plymouth, Southampton, Bristol, Liverpool, Birmingham, Manchester sont également les cibles de la Luftwaffe. Le 14 novembre, c'est la ville industrielle de Coventry qui est sévèrement atteinte par une attaque qui fait 554 morts et 4000 blessés. Le plus terrible est que les Anglais avaient été informés par leur code ultra de la préparation de cette attaque. Mais Churchill avait préféré ne prendre aucune mesure de défense de la ville pour que les Allemands ne se rendent pas compte que leur codage était décrypté. On créera le néologisme de coventrisation pour désigner le bombardement massif d'une ville dans le but de la raser. Le bilan global sera lourd pour les Britanniques. Plus de 13 000 Londoniens ont été victimes de ces bombardements et on évalue à plus de 40 000 le total des victimes civiles à la date du mois de mai 1941. En cette fin d'année 1940, la Grande-Bretagne est toujours seule à combattre contre l'Allemagne et l'Italie. Mais elle n'a pas cédé. Et elle s'est opposée victorieusement au projet d'invasion de son île par Hitler. Ce succès, elle le doit à ses aviateurs, dont Churchill dira dans un discours le 20 août 1940 que, je cite, « Jamais dans le domaine des conflits humains, tant d'hommes n'ont dû autant à si peu d'entre eux. » N'oublions pas cependant toutes les unités étrangères qui sont battues aux côtés des Britanniques. Les pays du Commonwealth, bien sûr, mais également les soldats des pays victimes de l'agression allemande et exilés en Grande-Bretagne pour poursuivre le combat. Polonais, Tchèques, Belges, Français, sans compter les volontaires des pays neutres comme les États-Unis. Sait-on toujours que dans le camp adverse, des avions italiens ont combattu aux côtés des Allemands? Mussolini avait en effet tenu à offrir son aide à Hitler, qui n'était pas réellement intéressé, d'autant plus que les Allemands ne tenaient pas à partager leur victoire avec les Italiens. Ce n'est que le 24 octobre 1940 que l'aviation militaire italienne, la Regia Aeronautica, lancera sa première attaque au-dessus de l'Angleterre, avec 200 appareils techniquement dépassés. Les Italiens ne rencontreront que peu de succès et se retireront progressivement dès la fin de l'année. Mussolini en retirera une certaine amertume, ayant le sentiment que pour les Allemands, son armée n'a servi que de bouche-trou. Et de son côté, l'Allemagne se rendra compte que l'Italie n'est qu'un allié bien peu efficace. Mais au début de l'année 1941, Hitler, dont l'objectif final de cette guerre est la conquête pour l'Allemagne d'un espace vital à l'Est, a déjà l'esprit tourné vers sa prochaine victime, l'Union soviétique.